signature criminelle, pour faire très simple, c'est l'expression de la personnalité criminelle, de la motivation criminelle, de l'esprit criminel dans le passage à l'acte du criminel. Quand vous signez un document, vous avez une signature écrite, manuscrite, unique. C'est votre style, votre signature, elle vous identifiera avec une comparaison en expertise d'écriture, elle est là pour traduire votre singularité personnelle dans l'écriture. Imaginez que sur une scène de crime maintenant, dans le comportement qu'on est vis-à-vis de quelqu'un, on commette une signature comportementale très spécifique, unique en son genre, que seul l'auteur a pu faire parce qu'il avait un style unique de pensée, de motivation, de mental porté sur sa victime. Pour faire simple, le petit truc du FBI se résume en 3 temps. Une signature, c'est ce qu'a fait le criminel, qui n'était pas nécessaire de faire pour commettre son crime. Je répète, ce qu'a fait le criminel, qu'il n'était pas nécessaire de faire pour commettre son crime. Revenons, si vous voulez bien, sur notre première constatation de scène de crime. Qu'est-ce qui vous semble, tout de suite, sans réfléchir, être un comportement qui n'était pas nécessaire de faire pour commettre son crime? Est-ce que, en retroussant le bas du pantalon, ça permet de tuer la victime? Non. Est-ce que, en retroussant le bas du pantalon, ça permet de la blesser? Non. Est-ce que, en retroussant le bas du pantalon, ça lui permet même de ne pas le retrouver, d'écarter des traces et indices, d'avoir un obstacle pour les enquêteurs pour remonter jusqu'à lui? Certainement pas. Au contraire, notez bien ça, lorsqu'on a identifié une signature criminelle, elle est l'expression de sa psychologie criminelle, elle est donc un comportement qui traduit ce qu'il est, ce qu'il veut, ce dont il a envie, et donc, bien décrypté, nous permet d'en savoir 1000 fois plus que si on passait à côté, que si on avait une simple trace d'empreinte digitale qui, comparée au fichier national, ne sortirait en rien, ne déboucherait en rien sur l'identité. Si on se comprenne bien, vous avez un auteur, deuxième possibilité, qui tend volontairement les jambes, tend volontairement les pieds, tend la pointe des pieds jusqu'à ce qu'elle se touche et que ça fasse une droite, comme vous vous souvenez tout à l'heure. C'est unique. Je pose la question aux gendarmes qui sont présents dans la salle. Avez-vous déjà vu en Côte d'Ivoire un criminel qui positionne son cadavre au point de tendre post-mortem les jambes de ses victimes, jointes aussi serrées, aussi tendues, aussi pointues? Non. C'est unique. Et après vous dites, mais pourquoi a-t-il fait ça? C'est ça le truc. C'est parce qu'on n'a pas de décodeur. De la même manière qu'on aura un décodeur pour les chaînes télévisées, eh bien, il nous faut un décodeur du comportement criminel en disant, mais s'il a fait ça, alors il est un homme marié, avec des enfants, il a l'envie effectivement de contrôler sa victime, il a envie donc d'être sadique, il adore donc de contrôler, et il veut donc nous montrer, nous démontrer combien il est fort, et il défie les autorités, et donc on doit chercher quelqu'un qui a plutôt 30, 40 ans, bien intégré socialement, une personnalité bien réglée, qui sert à des horaires bien précis, rangement, ordre, discipline, profession, avocat, militaire, policier, quelqu'un qui a en tout cas des règles bien établies dans son mental et qui va pouvoir, de fil en aiguille, nous apprendre beaucoup de choses dans les premières hypothèses de travail.
Et si on n'a pas de décodeur, on passe à côté de quelque chose de capital. Alors que c'est sous notre nez, alors que c'est un comportement évident. Il ne s'agit pas de dire je vois une trace ADN, je la prélève dans les règles de l'art, je rends dans le fichier, ça me donne un nom. Bien sûr que c'est super ça si ça marche, alléluia. Mais quand on n'a pas de trace ADN, quand on n'a pas d'empreinte digitale, quand on n'a pas de trace et indice matériel nous permettant de remonter d'une manière ou d'une autre sur l'auteur, il nous reste son comportement. Il nous reste ce qu'il a fait sur sa victime. Il nous reste le type de victime. Il nous reste la signature et ce qu'on va apprendre de cela grâce à ce cours. Grâce au FBI. Alors notez bien que le mode opératoire se distingue d'une signature criminelle. Le mode opératoire, c'est ce que fait le criminel qui est nécessaire de faire pour commettre son crime. C'est le premier élément, alors que la signature, c'est ce qu'il fait qui n'était pas nécessaire de faire pour commettre son crime. Rendez-vous compte que dans notre affaire, pensez à tout ce qui est post-mortem. Puisque ce n'est pas nécessaire de faire pour commettre son crime, tout ce qu'il ferait après la mort, alors que la personne est morte, n'est plus nécessaire de faire pour commettre son crime. La personne est morte. Pourquoi voulez-vous faire encore des choses après sur ce cadavre, à votre façon? Il y a une raison, là-haut. Deuxièmement, c'est suffisamment spécifique pour en devenir plus ou moins unique. Et enfin, troisième truc du FBI quand on arrive sur une scène de crime, très simple. Vous ne comprenez pas d'emblée de quoi il s'agit. Vous trouvez ça étrange, bizarre, incompréhensible. Mais pourquoi il fait ça? Une inconnue. C'est quoi? Étrange. C'est étrange. Pourquoi avoir tendu ces gens? Rendez-vous compte que ça veut dire très clairement que, si vous connaissez un peu la médecine légale, j'anticipe un peu les cours de médecine légale, nous avons d'abord un corps souple. Puis au bout d'un certain temps, il va se rigidifier. Et se rigidifier un certain temps jusqu'à ce que, après les gaz de putréfaction, ça redevienne mou. Puis des agrégations de la peau, puis ensuite, il ne reste plus que les os, et ensuite, etc., etc. Faisons ça dans un premier temps. Mais comme on est au stade de la rigidité, ça veut dire qu'il y a eu un temps de souplesse du corps et un temps de rigidité du corps. Et rendez-vous compte, il a fallu en fait que ce criminel utilise la souplesse du corps dans un premier temps pour les joindre et attendre dans cette position volontairement que ça se rigidifie pour que j'enlève les liens et ça reste dans cette position. C'est utiliser la rigidité cadavérique à des fins fantasmatiques, symboliques, personnelles. En tout cas, l'idée qui se faisait de la position du cadavre post-mortem tel qu'il voulait le poser, tel qu'il voulait qu'on le retrouve. Ah, c'est quand même unique. C'est bien une signature criminelle. Maintenant, il manque le décodeur. Qu'est-ce que ça nous apprend vraiment sur lui? Alors, notez bien que, malgré tout, on va voir quelques images, un peu dures, désolé. Vous avez ici un concept dans le modèle opératoire dynamique et évolutif. Ça veut dire que le mode opératoire évolue. Un jour, vous pouvez prendre un couteau, un autre jour, vous pouvez prendre une arme à feu, un jour, vous pouvez effectivement le faire dans une banque, un jour, vous pouvez le faire avec votre femme. En fait, tout évolue dans le mode opératoire. Ça évolue en fonction de votre état d'esprit, de votre maturité, de l'expérience que vous avez eue, vous tirez les leçons de votre expérience, plein de paramètres de ce genre. Alors que la signature peut avoir une forme, c'est vrai, un peu évolutive, mais le fond de la signature, c'est-à-dire la motivation principale qui se cache derrière ça, est la même, est permanente. Et c'est ça qui fera lien, quand on l'a bien compris, dans une série criminelle. On pourra rapprocher des affaires grâce à la série criminelle, grâce à la signature. C'est comme si je vous disais, moi j'aime en tant que pédophile les petites filles qui ont entre 8 et 10 ans, qui ont les cheveux longs, tressés, qui ont une petite robe qui leur arrive à mi-cuisse, qui virevolte dans le vent lorsqu'il y a un petit peu de vent, très longiligne,
avec un regard perçant, une bouche pulpeuse, etc., etc. Il a vraiment des critères extrêmement bien fixés. Et là, vous dites, si vous avez compris que le profil spécifique de victime qui le fait jouir et qu'il recherche est toujours le même, alors c'est qu'il a dans sa tête une fixation fantasmatique sur la belle jeune qui veut pénétrer. Alors, si vous retrouvez des victimes qui ont vraiment le même profil, qui ont en tout cas les mêmes critères que la première fois, que la deuxième fois, que la troisième fois, il y a bien une signature comportementale et vous pouvez rapprocher les affaires. Mais la même victime ayant le même profil, il a pu un jour l'étrangler et la balancer dans la poubelle. La deuxième, il a très bien pu la garder chez lui, séquestrer et lui faire manger tout ce qu'il pouvait. La troisième, il a très bien pu la vendre à l'étranger, etc. Le mode opératoire évolue. Mais il y a un point commun. Le profil de la victime. Par exemple, peut-être la signature. Donc, bien savoir la différence entre les deux dans une enquête. Alors, voici différents exemples. C'est la réalité. C'est ça la criminologie. Quand vous êtes sur une scène de crime, ici vous avez la vraie victime, la cinquième, Mary Jane Kelly, de Jack l'Éventreur. Vous savez, ce tueur en série à Londres, en 1888, dans la région de Whitechapel, qui a commis officiellement, selon ce que je regarde, 5 victimes. Voici la cinquième, la dernière connue officielle, qui, en fait, est étripée dans une scène chaotique, extrêmement sanglante, ce que moi j'appelle personnellement une boucherie. À quoi voit-on que c'est une boucherie? Ben c'est ça, le désordre complet, l'anarchie, éviscéré, éventré évidemment, étripé, récuré donc au couteau, énuqué, on enlève les yeux, on commence à enlever le sexe, une partie des jambes, on commence aussi à mettre les intestins en bouillie, en boule sur la table de nuit, on commence après avoir découpé en rondelles une partie des fesses, les mettre en coussinet, en oreiller sous la tête, on ne découvre pas le cœur qui a été enlevé, peut-être mangé, qui sait. Et puis on a, à l'évidence, une scène complètement sanglante. Ce à quoi on pense quand on dit crime, ce à quoi on pense quand on dit criminologie, ce à quoi on pense quand on dit cadavre. C'est le meilleur exemple que je puisse vous donner de signature inorganisée. Voilà, un concept clé au FBI que vous devez retenir. Premier type de signature, il y a des signatures organisées, des signatures inorganisées ou désorganisées, comme vous voulez. C'est un concept simple. Organisé, c'est contrôle, sélection de la victime et quoi? Préméditation. Contrôle, sélection de la victime, préméditation. Alors que l'inorganisé, c'est quoi? C'est quoi l'inorganisé? C'est le contraire. Pas de préméditation, pas de contrôle, pas de sélection de la victime, donc une victime presque qui se trouvait là au mauvais moment, au mauvais endroit, totalement à la merci de ses fantasmes. On précisera ça. Là, est-ce que vous voyez une forme d'organisation? C'est le bordel. C'est la boucherie. On se trouverait presque, voilà, le type il était là, il était presque fou, pourrait-on penser, de faire un truc pareil. C'est la première impression, et elle est bonne, que vous pourriez avoir en regardant cette scène de crime. Ce type qui a fait ça, c'est un malade. En clair. Si c'est un malade, il a un désordre mental. S'il a un désordre mental, ce désordre mental doit avoir quelques prolongements dans ses comportements, dans ses habitudes de vie, dans ses choix de personnes, dans son milieu professionnel, dans la manière dont il vit dans sa maison, en tout en réalité. Car le mental conditionne tous vos comportements. Le mental
va refléter tout le reste. Et je dis bien refléter, c'est pas automatique évidemment, mais il y aura des choses qui seront en rapport avec son emploi. Vous ne pouvez pas imaginer celui qui a fait ça, comme on l'a trop souvent dit, avec un haut de forme, une cape noire, le type super intelligent, médecin, chirurgien, qui, voilà, se dit, tiens, j'ai un beau jour, j'ai envie de m'étriper une prostituée et de faire ce carnage. Certainement pas. Celui qui a fait ça a des antécédents psychiatriques probables. Celui qui a fait ça est probablement solitaire et marginal. Celui qui a fait ça a un gros souci avec sa mère. Celui qui a fait ça est probablement le fils d'une prostituée, avec qui il règle des comptes, par personne interposée. Des choses comme ça. Voici donc une signature inorganisée, c'est facile à retenir. Inorganisée sur la scène du crime, inorganisée plus ou moins dans la vie. C'est ça. Maintenant, une autre scène de crime, un autre cadavre. Ce cadavre, comparativement au précédent, est propre. Ça nous rappelle quelque chose. Propre au sens que c'est peut-être coupé là, bien sûr, c'est coupé là, évidemment, c'est coupé là, c'est cisaillé, d'accord. On laisse maintenant de côté tout ce qui est un peu rouge et sanglant, et on se concentre sur tout ce qui est blanc. Moi, j'ai un visage globalement reconnaissable. J'ai des seins qui n'ont pas été abîmés en dehors d'avoir été coupés au milieu. Vous avez des bras qui sont reconnaissables, vous avez des jambes qui sont reconnaissables. Le sexe, lui, jusqu'à prendre du compris, n'a pas été dégradé. Et on a donc la même chose pour le reste du corps. Donc il a juste été coupé, si je puis dire. Sinon, le corps est blanc, et propre, globalement. Et si vous regardez maintenant la manière dont ça a été cisaillé, c'est pas, comme on l'a vu dans la précédente scène de crime, c'est quick, perpendiculaire, bien précis, bien cisaillé. Quick, bien perpendiculaire, bien cisaillé. Quick, conjointure, bien cisaillée, bien nette. C'est organisé. Celui qui a fait ça peut être un avocat. Celui qui a fait ça peut être un chef d'entreprise. Celui qui a fait ça peut être un père de famille. Tout simplement parce que le contrôle, la propreté, l'organisation qu'il arrive à démontrer dans son comportement vis-à-vis de ses victimes reflète ce qu'il est dans sa vie. S'il est capable de contrôler sur cette victime, contrôler sur cette scène de crime, attendez-le à contrôler aussi dans sa vie personnelle, dans sa vie professionnelle. Plus le criminel est organisé, notez bien, plus vous avez des probabilités de le retrouver marié avec des enfants sadiques, c'est-à-dire jouant le double jeu d'une vie de famille normale, d'une vie professionnelle, forme de couverture sociale, et derrière, à ces temps perdus, ayant bien réfléchi à ce qu'elle allait faire, ayant bien prémédité, va commettre ce genre de choses. Nous le devons au FBI en 1980. Les agents s'appelaient John Douglas, Robert Ressler, Roger Dupuis, Roy Hazelwood, Greg McCrory, Burgess & Co. Ils ont donné les piliers, les fondations de la criminologie moderne dans le comportement criminel à des fins d'enquête. Et ils n'étaient tous, j'entends bien, que policiers. Pas besoin d'être un grand expert, pas besoin d'être un grand docteur, pas besoin d'être un grand spécialiste de la question. Ils sont partis du terrain et ils vous donnent une règle d'or, une première distinction criminologique organisée, inorganisée, issue de leur expérience. Ça, c'est quoi? Un sexe qui a été découpé. Vous allez me dire, de nouveau, est-ce que c'est nécessaire de faire pour commettre son crime? Non. Est-ce que c'est suffisamment spécifique pour en devenir unique? Est-ce que c'est bizarre, étrange? On ne voit vraiment pas pourquoi il a fait ça en gros. On sent qu'il est un peu malade ou obsédé sexuel, bien sûr, mais en dehors de ça, qu'est-ce qu'il recherche vraiment derrière? Difficile. Et puis peut-être qu'il pourra nous le dire et encore. Mais ce que je sais, c'est que c'est une signature
illustrant un comportement sexuel organisé. Pourquoi? La forme est organisée. En quoi est-elle organisée? Le corps est de nouveau, voilà, il est bien, il n'est pas dégradé, vous voyez, est-ce que ça c'est dégradé? Non, est-ce que ça c'est dégradé? Non. En fait, il n'y a que cette zone-là qui a été dégradée. Et regardez bien, la précision, le caractère continu et très limité de la découpe, laissant à penser à un scalpel, un cutter, ou quelque chose en tout cas de très effilé pour laisser une telle marque. Et plus que ça, regardez bien, une fois qu'il a en quelque sorte scalpé le sexe, il a en fait découpé, il a tiré, vous voyez, pour qu'il y ait à peu près la même densité de chair, d'égale proportion sur toute la zone. Parce qu'il y a un peu, vous voyez, arracher tout, ou faire mal, etc. Non, c'est vraiment petit à petit, pour qu'il y ait vraiment, ce soit très propre, et qu'il n'y ait plus qu'à enlever ce qui reste à la fin. Comme ça, mais moi ce que je sais, c'est que celui qui a fait ça, avec une caractéristique supplémentaire qui est son obsession sexuelle, une fixation sexuelle à bien délimiter, c'est vrai, eh bien, un avocat, un père de famille, quelqu'un qui contrôle, en tout cas, d'une manière ou d'une autre, sa vie sociale, sa vie familiale, à côté de sa vie criminelle. Ce n'est en rien celui qui fait ça un solitaire, malade mental, ayant des antécédents psychiatriques, ayant un vrai souci de vengeance pathologique avec sa mère prostituée. Rien à voir. Là, nous avons un criminel russe qui dessinait juste à côté de son cadavre, de ses cadavres, des cygnes. Non pas, vous savez, des cygnes classiques, des cygnes, des oiseaux. L'oiseau, le cygne, vous savez, blanc. Et, bizarre, hein, il les disposait non loin d'un lac, au bord d'un lac. Alors, excusez-moi, les probabilités pour que, en Côte d'Ivoire comme ailleurs, vous ayez des cadavres disposés en série, près de la lagune, ça peut arriver, mais où il y ait donc des signes dessinés avec soin juste à côté du cadavre. Réponse, jamais en Côte d'Ivoire. Fini. Cherchez ça. Là, nous avons une signature qu'on appelle biographique. Lorsque vous avez un dessin sur une scène de crime, retenez bien, c'est souvent un événement qui est survenu dans la vie du criminel. Il faut donc rechercher un signe, l'oiseau signe, le lac peut-être, des signes, en rapport avec la vie du criminel. Ce qui s'est passé pour lui, c'est que ce jeune homme avait un père qui était très violent avec sa femme, comme sa maman, et il la violait, il la battait, et quand il la violait en particulier si durement, il prenait à témoin son fils, devenu criminel par la suite, lui montrant à quel point c'était normal, bon et particulièrement bienvenu de le faire lui-même par la suite, que de violer avec violence sa maman. Et pour que les voisins n'entendent pas les cris de madame, le papa lançait un disque 33 tours en vinyle, avec une petite trompette, vous savez, à l'époque encore, et c'était la musique classique de Tchaïkovski, le lac des cygnes, Tchaïkovski. Vous avez donc de la musique classique qui se répandait, se diffusait partout dans la maison, parfois même dans le voisinage, on n'entendait que cela, qui cachait l'horreur qui se passait dans la maison. Ça l'a tellement marqué, ça s'est tellement fixé dans son esprit.
ce traumatisme, cette identification, qu'il l'a gardé et il s'est dit, maintenant je dois dépasser le maître, j'ai été à l'école du crime, j'ai été l'apprenti de papa, je vais faire mieux que papa, non seulement je vais les violer, mais je vais les tuer et je vais dessiner et contrôler cette musique qui bat à plein régime dans ma tête en dessin maintenant, dans mon style à moi. Cette signature est en lien direct avec sa biographie. Quelle probabilité aurez-vous de trouver un autre individu dans vos suspects que celui qui aura dans sa biographie un lien quelconque avec des signes? Très très peu. En fait, vous cherchez des gens, vous vous focalisez sur ce type de renseignements, et tôt ou tard, en questionnant ceux qui évidemment ont des problèmes sociaux avec sa famille, on recherchera quelqu'un qui a bien sûr des relations difficiles avec ses parents, type sexuel basique, un profil de violeur bien connu, qui s'intéresse effectivement à reproduire ce qu'il a vu, alors vous trouverez quelqu'un qui a un lien avec ça. Nous faisons une perquisition. Nous sommes en Floride. Il y a chez un suspect dont on parle déjà dans le quartier comme celui ayant pu commettre une série de crimes sexuels en Floride, toute une série de magazines qu'on appelle de bondage, c'est-à-dire de violences sexuelles où on attache les femmes à des fins de torture sexuelle, sans son consentement, en l'occurrence dans les faits criminels, mais avec son consentement, de la manière qu'on fait ça de manière pornographique, pour ceux qui veulent diffuser dans ces séries, dans ces vidéos, dans tout ce que vous voulez, le support. Nous avons sur les différentes scènes de crime que je ne pourrais pas montrer pour des raisons de procédure, des victimes qui ressemblent à ça. Quasiment toutes elles ressemblent à ça. La pose de ces victimes, donc laissée sur la scène de crime, c'est ça. Bon, je dis tout de suite que celui qui a fait ça entretient son fantasme, cette fois-ci sexuel de bondage, par des lectures, par le raffinement, par le perfectionnement, donc des détails, une espèce de sophistication comme ça du fantasme, par des lectures où il essaie de peaufiner en disant oui, j'ai fait ça un jour, mais c'était pas assez bien. Alors je lis, j'imagine que tout ça, donc je reviens faire le deuxième crime, j'essaie d'améliorer pour que ça me provoque ça, mais c'est pas encore tout à fait ça. Alors je reviens encore, je m'imagine, je fais ça, et je perfectionne mon crime. Et c'est ainsi tout le temps. C'est donc un obsessionnel. C'est un obsédé, un vrai obsédé, c'est son profil à lui. Rien à voir avec ceux devant, c'est un obsessionnel, un obsédé. Obsédé sexuel, on va dire, pour faire ça. Et donc, si on retrouve dans une perquisition des ouvrages de ce genre-là, et en particulier focalisés sur le bondage, on a un indice majeur sur lequel on va se préoccuper dans un premier temps pour interroger ce premier suspect. Vous suivez ? Ici, nous avons affaire à Arman Gatman. Gatman, G-L-A-T-M-A-N. C'est un tueur en série américain dans les années 60 qui nous illustre la signature sadique. La signature sadique consiste à garder sa victime vivante, puisqu'il veut la faire souffrir vivante, la ligoter, c'est un élément capital des profils organisés et sadiques, maîtriser sa victime pour qu'elle ne se débatte pas, pour qu'elle soit totalement à sa merci et qu'il puisse ainsi exercer sa torture comme il l'entend. Et il veut provoquer sa frayeur, sa terreur. Voilà comment il procédait. Recrutement par un petit journal local, genre Soir. Dans les petites annonces, il est dit casting Hollywood pour jeunes femmes ayant tel pédigré, tel critère. Venir à tel hôtel, telle adresse, moyennant pour votre casting 50 $, 50 €, 50 000 CFA. Et si vous êtes retenu, belle carrière promise dans un futur film d'Hollywood. Malheureusement, il y a des filles qui se prêtent au jeu, qui y croient encore. Lui, très clairement organisé à sélectionner le type de victime qu'il voulait, puisqu'il
puisqu'il a dit exactement les critères qu'il souhaitait pour le casting. Elles arrivent toutes dans un hôtel miteux, où déjà il y en a qui partent, puis il y en a qui restent. Il dit, asseyez-vous, je vais vous prendre en photo, mais attention, je vais, pour les besoins du scénario, vous savez, il y a une personne qui a été enlevée, séquestrée, donc j'ai besoin de vous ligoter les mains. Ça ne vous dérange pas? Certaines victimes vont partir, elles ont bien compris déjà ce qui se tramait, d'autres vont rester. Quand celle qui reste, dit, ah, excusez-moi, mais j'ai un petit souci, parce que dans le scénario, il faut aussi bâillonner les jambes, pour que ce soit bien réaliste, hein, et vous voyez un petit peu l'état dans lequel vous êtes belle, mais quand même, on va voir. Il y en a qui partent, il y en a qui restent. Et puis, une fois qu'elles sont totalement ligotées, assises sur le siège et que rien ne peut leur permettre de s'enfuir, il s'approche d'elle. Et là, il arrive avec un trépied, un appareil photo sur le trépied, un petit film qui actionne l'appareil photo à distance, par un clic. Et puis il va sur le rebord de la cheminée, juste à côté, il y a une petite boîte en carton chaussure. Il sort de ses chaussures, de cette boîte avant, des petites photos. Et ce sont des photos en fait où il n'y a que des anciennes victimes. Que des femmes tuées. Il en prend une, après avoir choisi, de manière un peu pervers. Et puis il s'agit d'une femme qui est en train de mourir, enlisée dans du sable, enlisée dans le sable du désert, où personne ne peut la sauver. Il prend. D'un côté, il a le clic pour l'appareil photo. De l'autre, il a la main avec la photo qu'il présente à sa victime. Il dit, tu vois ça, c'est toi dans 2 heures. Clic. Il provoque la terreur de sa victime, comme il prendra un plaisir fou, maladif, fantasmatique, à violenter de son vivant, j'insiste bien, c'est le grand critère désorganisé, sa victime. Vous avez affaire à une signature donc sadique et qui répond à une collection la plupart du temps de souvenirs. Voilà ce qui caractérise le sadique. Faire peur, bien sûr, c'est évident. Faire mal à sa victime, c'est évident. Mais c'est surtout la collection de trophées, de souvenirs, d'objets personnels qu'il gardera précieusement comme autant de moyens de se souvenir comme c'était bon de la buter, comme c'était bon de faire souffrir, comme c'était bon de la faire chier, comme c'était bon de la torturer. Alors nous savons que ce type-là est intelligent, social, avenant, ayant fait au moins des études supérieurs en les ayant commencé, plutôt solitaire, infidèle, multipliant les relations, adepte au jeu, pratiquant donc le sport, et souvent le sport de combat, ou au corps à corps, qui aime l'art, qui joue avec l'art, et qui aime aussi souvent être voyeur, particulièrement visuel, et doué même dans l'audio et la vidéo. Rien à voir, j'espère, avec notre caméraman. Autre signature. Nous avons ici un collectionneur. C'est la signature du collectionneur. Attention, voici un individu qui s'appelait Robert Hansen, H-A-N-S-E-N. Autre criminel en série, cette fois-ci, qui était très particulier. Il avait hérité, à la suite de la mort de sa mère, d'une maison en hauteur. Imaginez qu'on est bordé de pins, on est dans le Colorado, on est, pour aller un petit peu isolé du monde, avec une grande propriété sur plusieurs hectares, et une maison comme ça perdue dans la brousse. Cet homme, rustre, vulgaire, l'homme préhistorique presque, qui a toujours envie de gueuler, qui a toujours envie de frapper, qui a toujours envie de faire chier son monde. Vaut mieux qu'il reste chez lui, celui-là. Et parfois, de temps en temps, il prenait sa voiture, il descendait du haut de sa montagne, dans la ville, et il allait chercher les prostituées. Les prostituées, on leur payait, le montait, ils allaient faire, soi-disant, leur passe chez lui, mais arrivant chez lui, elle était sortie, dehors de la voiture,
il ouvrait son coffre, prenait un fusil, l'armait et lui disait, froid dans les yeux, je te donne maintenant 10 minutes, puis après, je te chasse. Elle comprenait que ce n'était pas du tout un jeu, elle détalait comme un lapin pour que dans la demi-heure ou dans l'heure qui suivait, elle se faisait effectivement tuer, puis décapiter, vider ton sang, et dans la chambre à côté, que je vous garderai de voir, la chambre à coucher de cet homme était collectionnée, comme dans son salon avec des têtes de cerfs, d'animaux en tout genre, des têtes de prostituées. Et nous savons ici, dans ce cas-là, qu'on a un profil de justicier, au sens qu'il veut éliminer de la société ce qu'il considère comme un cafard, comme une gangrène, comme une maladie presque sociale. Les prostituées, elles doivent être éliminées, éradiquées, pulvérisées. Il se fait donc le redresseur de tort d'une catégorie de personnes, toujours la même, toujours fixée. Parfois c'est des prostituées, parfois c'est des étudiants, parfois c'est des manifestants écologiques, parfois c'est des hommes politiques. En tout cas, c'est toujours la même catégorie sociale de personnes dont il veut éliminer le péché de la terre, presque. On sait que ces gens-là sont extrêmement solitaires, ayant un lourd passé donc avec leur père extrêmement violent, n'ont pas pu s'empêcher de reproduire l'aspect sadique en cultivant la cruauté sur les animaux étant enfants, puis la cruauté sur les enfants étant adolescents, puis sur les tentatives particulièrement physiques et malveillantes, où il apprend à faire mal de toutes les façons possibles, qu'il a une obsession sexuelle livrée sur lui-même de type masturbation, fellation, en tout cas peu de pénétration. En fait, ce type-là n'a jamais quasiment avoir une relation sexuelle normale, presque impuissant. Et puis on pourra dire aussi que d'un point de vue social, il n'a pas réussi à s'intégrer, pas d'amis, pas de travail. Il vivote en fait par quelques éléments qui lui correspondent. Et fondamentalement, vous l'entendrez dans les bars, hurler et trouver tout reproche vis-à-vis d'une prostituée. Vous l'entendrez vis-à-vis donc de la société pestée, presque comme un ivrogne, livrant toute sa haine contre tel ou tel type de personne déjà. C'est un colérique. C'est déjà beaucoup pour aider les enquêteurs à trouver quel type de personne on recherche. Autre type de signature, signature victimologique. Regardez bien ces femmes, elles se ressemblent, comme si elles étaient sœurs, comme si elles étaient presque de la même famille. Et plus encore, si vous les regardez bien, elles ont toutes une raie. Le nettoyage de la scène du crime, c'est un mode opératoire. Le undoing, c'est une signature. On garde toujours la même distinction entre le mode opératoire classique qui évolue, méthode classique d'investigation, rien de nouveau au soleil. Ça veut dire que quand on nettoie la scène du crime, on va justement faire disparaître les traces d'indices matériels, qui tente de brouiller les pistes, que c'est pas compatible avec un maquillage de la scène du crime, on viendra là-dessus. Alors que le undoing, c'est un mot-clé au FBI qui veut dire défaire, comme son nom l'indique. Défaire le crime. Défaire le crime, ça veut dire faire en sorte qu'il n'ait jamais eu lieu, comme s'il n'avait jamais eu lieu. C'est donc un comportement post-mortem, puisque le crime a déjà eu lieu, qui consiste à faire croire ou au criminel à se convaincre que le crime n'a pas eu lieu, que la victime est encore vivante. Pourquoi? Parce qu'il a des remords, parce qu'il a des regrets. Et pourquoi il a des remords et des regrets? Parce qu'il a connaissance. Quand vous avez de l'attention, de l'affection, plus encore de l'amour pour une personne, que vous avez partagé un tant soit peu sa vie, que vous avez encore des sentiments ou de l'affection pour elle, jamais, je dis bien jamais, vous ne pouvez commettre un crime, même sous l'effet de la colère et de la passion dans un premier temps, qui ne laisse des traces dans un second temps,
par les remords. Il voit, après la colère qu'il a amené très loin, tout d'un coup il prend conscience, l'esprit reposé, sans colère, qu'il a tué la personne qu'il aimait, qu'il a tué la personne qu'il affectionnait, qu'il tue la personne qu'il connaissait. Et terrible d'ailleurs sort que de s'être acharné la plupart du temps sur le visage de cette victime, qui est un autre élément du crime passionnel. Souvenez-vous que plus un auteur devient violent sur le visage de la victime avant la mort de son vivant, c'est qu'il la connaît. Il veut en fait dégrader l'image de la personne qu'il connaît. Parce qu'il la connaît, boum. Parce qu'il éprouve donc de la frustration, boum. Il va se focaliser d'abord sur le plus expressif et le plus personnel des membres du corps de cette personne. La partie du corps qu'il connaît bien. Alors le Undoing, retenez néanmoins qu'il y a deux sous-distinctions. Par exemple, sur une scène de crime, très clairement, il s'agit de défaire, c'est-à-dire je cache tout ce qui est en rapport avec le crime. Donc si je cache, je dissimule, je mets quelque chose sur le visage de la victime, ou je ne veux pas voir les souffrances, je ne veux pas voir le sang, je ne veux rien voir qui soit en rapport avec la violence, pour défaire la violence, pour défaire la mort. Comme si la mort n'avait pas lieu. Clair ? Mais il y a une deuxième chose. Il peut aller encore plus loin. Ce sont ceux qui aimaient la plupart du temps la victime, ou qui étaient très proches familialement, par exemple, de la victime, et qui vont non seulement dissimuler, mais humaniser le cadavre. Le respecter encore plus. C'est-à-dire le rhabiller, le rendre propre, le laver, le mettre dans une position, par exemple, couché dans le lit, le maquiller, le faire comme si, vous voyez, il lui apportait une attention particulière de son vivant. Et c'est vrai que, imaginez une victime qui est à la fois, qui est allongée dans son lit, bien bordée, etc. On cache les blessures, puisqu'elle est sous sa couverture, c'est la dissimulation. On la met en train de dormir, donc c'est plutôt paisible. C'est une situation qui se rapproche, c'est vrai, de la mort, puisqu'on dort, donc c'est assez facile de faire le lien. Et souvent, c'est une situation de vie, finalement, où on la vivait, où on l'imaginait dans l'intimité, puisqu'elle est dans son lit. C'est ce qu'on appelle au FBI le facteur personnel. Quand on retrouve souvent un cadavre chez lui, confortablement installé, sans blessure, sans violence, sans rien, mais sans penser à un crime, alors nous avons affaire à un crime domestique commis par un proche. Et le undoing consiste à soit dissimuler les violences, défaire le crime, soit à réhumaniser sa victime comme si elle était vivante, toujours pour défaire le crime. A fortiori. Exemple. Ce sera mon dernier exemple du soir. Voici une véritable affaire. Je suis intervenu en tant qu'expert judiciaire avec un juge d'instruction à Lyon, en France donc, avec la gendarmerie nationale. Dans cette affaire, non résolue, le juge d'instruction décide de faire appel à un criminologue comme moi, parce que, en fait, on a en gros une vieille dame retrouvée chez elle dans son salon, allongée sur le dos, légèrement retroussée, mais rien d'extraordinaire, de sa petite jupe, son petit chausson qui est sorti donc de son pied droit. Attention, très important, une serviette blanche propre sortie de l'armoire de la salle de bain de la victime qui a été déposée précautionneusement sur le visage de la victime. Légèrement relevé ici, donc à hauteur de la jupe, mais il n'y a pas d'arme, il n'y a pas véritablement de sang, même si on sent qu'il y a un petit peu de résistance ici. Et puis surtout, regardez l'environnement. On appelle ça vraiment le facteur personnel. Personnel, ça veut dire un espace chaleureux, un espace de vie, comme si elle était vivante. On a les fleurs, les couleurs, on a les fruits, on a même des livres et des
mots croisés avec les stylos qui ont commencé à écrire, vous voyez, en se disant qu'elle a commencé à faire quelque chose, elle était en train de faire quelque chose, donc elle était en vie, elle est toujours en vie, etc. Il y a la chaise qui est sortie comme ça, qui montre qu'elle était en mouvement. On dit mouvement, dit vie. On a bien sûr aussi tous ces objets personnels avec des objets qui ont une âme, des objets qui ont des souvenirs, des photos ou des cadeaux qui lui ont été offerts par des personnes qu'il aimait, ses petits-enfants, etc. Et regardez de manière encore plus évidente ce super nounours qui crève l'écran et qui rappelle à la fois quelque chose d'enfantin, de doux, de chaleureux, de doux et autres éléments positifs de ce genre. Bref, l'environnement est tout à fait typique d'un cadavre laissé dans une vie chaleureuse, en tout cas une vie normale, qui laisse à penser que la personne n'est pas, au contraire, laissée dans un bordel, dans une poubelle, dans de la saleté, dans quelque chose qui serait dégradant et humiliant pour elle. C'est tout le contraire. Si on y rajoute le fait qu'elle a été mise sur la moquette, qui est plutôt confortable, c'est pas par exemple le carrelage des toilettes, c'est la moquette du salon. Si on y rajoute le fait qu'elle n'a pas été totalement déshabillée, elle a été que particulièrement retirée. Si on y rajoute le fait que je ne vois pas la cause de la mort, je ne vois pas de sang véritablement, alors oui, vous avez affaire à du Kundalini. Sur une échelle de 0 à 10, je mettrais 7. 7 sur 10. Dès qu'on a dépassé 5, c'est quelqu'un qui a vécu avec la personne. Père, mère, frère, sœur, ami, amant, même de passage. C'est la roche. C'est personnel. Ainsi, la victime est à son domicile, en particulier dans de l'eau pour le laver, lorsqu'on veut le réhumaniser. Strangulation manuelle, violence santé mortelle au visage recouvert post-mortem. Donc là, ce n'est pas le cas puisqu'elle a été tuée d'un coup de poignard en plein cœur. Par contre, c'est rapide. Un coup de poignard en plein cœur, justement, on ne veut pas que ça dure, on ne veut pas que ça traîne. C'est pas sadique, c'est pas Ted Bundy, c'est pas Robert Hansen, c'est pas Harvey Gladman avec sa photo. C'est quelqu'un qui va laisser corps caché sur le lieu, corps caché parce qu'on a le visage, et quand on enlève la serviette du visage, on a ça. Le visage crispé de douleur, de souffrance, au moment où elle a reçu le couteau, le cœur s'arrête. Mort quasi instantanée. Vous recouvrez alors la petite serviette et vous considérez à l'évidence qu'on a voulu dissimuler la souffrance de cette victime. Que l'auteur ne voulait pas être en confrontation avec ce regard terrible qu'il connaissait. Donc il était, lui, l'auteur responsable de cette abomination. Remonter ce soutien-gorge, abaisser le slip. En fait, on veut faire croire à un maquillage, mais c'est la moitié. Donc, on monte un peu, mais c'est juste une apparence. C'est typique. On veut juste remonter un petit peu le soutien-gorge, monter les affaires pour faire croire en fait à un crime sexuel. Mais retenez bien, ça ne peut pas aller plus loin parce que celui qui connaît sa victime veut la respecter. Donc il veut faire croire à quelque chose qui n'a pas eu lieu. Il ne peut pas aller jusqu'au bout du déshabillage complet, de faire croire vraiment au crime sexuel complet, total, parce que ce serait de dérespecter sa victime, de ne pas la respecter. Donc le faire à mi-chemin, comme ça, c'est typique du crime domestique. Crime sexuel apparent sans preuve d'agression sexuelle, c'est ça. Crime sexuel apparent, ça fait peut-être laisser penser qu'il y a un truc sexuel qui a eu lieu, mais en fait sans preuve d'agression sexuelle. Elle n'a ni été violée, ni agressée, ni touchée même. Et enfin, le corps peut être enveloppé, nettoyé, rhabillé, protégé d'une certaine manière, montrant toute l'affection et l'attention qu'il porte pour protéger ce cadavre. Alors, il s'agissait donc tout simplement, dans cette affaire, d'une jeune femme. Déjà, ce n'était pas un homme, c'était une femme, qui avait 18 ans. Cette jeune femme avait été prise sous son aile par cette deuxième maman, puisqu'elle était orpheline, et voilà, naviguant dans une cité HLM, dans des grands immeubles, où elle
voilà, elle est de mauvaise fréquentation, un jour elle tombait sur elle dans une boulangerie, et puis le courant était passé, elle disait, ah voilà, toi t'es gentil, viens à la maison, on va discuter, tout ça, et voilà. De fil en aiguille, cette femme est presque devenue sa deuxième maman, la seule maman qu'elle ait jamais eue. Et entre 10 ans, 9 ans, pardon, et 12-13 ans, elle venait chez elle, ils passaient du temps ensemble, elle venait à l'école tout le temps, elle était donc quasiment là tout le temps. Mais malheureusement, à partir de 12-13 ans, elle a fréquenté des drogués, elle a commencé à faire des cambriolages, elle a été arrêtée. Cette dame a dit, ça suffit, je ne peux plus prendre sous mon aile, je n'ai plus la fille digne que je souhaite. Et elle a vraiment mal tourné jusqu'à ce que 18 ans, donc quasiment 5 ans après, 5-6 ans après, elle revienne dans les lieux demander de l'argent pour sa drogue. Elle a dit, après tout ce qu'on a vécu, etc., tu peux me donner un peu de blé, quand même un petit peu d'argent. Je dis, non, mais tu rigoles ou quoi? Et elle a pris de colère, sans doute parce qu'elle l'a abandonné, sans doute parce qu'elle n'a pas répondu, elle n'a pas aidé. La frustration du manque maternel depuis les origines a ressurgi par la parole violente de cette femme qui était bien l'image maternelle. Direct, une fois, en plein cœur. Et après, c'est ça qui m'a fait penser une fille. Je dis que c'était une fille aux enquêteurs. Elle a positionné donc, alors ça n'a rien à voir avec le tableau général de cette pièce, ce nounours que cette dame lui avait offert à prendre à temps à l'âge de 8 ans, en signe de bienvenue et d'attention toute particulière. Et regardez là, même le positionnement de ce nounours, c'est presque, c'est dès qu'on rentre dans la pièce, vraiment c'est le premier plan, première importance, premier champ visuel, mais aussi qu'il soit tourné plutôt vers madame, qui avait caché donc cela, qui se retrouvait là, dans son espace de vie. C'est elle-même qui a rempli les mots croisés d'Irabel. Enfin, quoi, elle était en train de jouer, elle était en train d'écrire. Et finalement, elle est sortie en laissant la porte entrebâillée. Elle n'a pas fermé la porte d'entrée, imaginez-vous, pour qu'on puisse rapidement la trouver. Vous avez vu une signature inorganisée. Jack Léventreur, la boucherie. Vous avez vu, est-ce que c'est une boucherie? Non. C'est pas Jack Léventreur qui fait ça. C'est pas un solitaire, c'est pas un malade mental, c'est pas un asocial, c'est pas quelqu'un avec des antécédents psychiatriques, c'est pas le type bourrin, bourru, fou qui a fait un truc pareil. Ouais, on avance. Ensuite, vous avez donc le type qui a charcuté, coupé le corps, mais qui a laissé le cadavre propre, à figure humaine, sans trace de sang véritable, et qui quelque part donc montre son contrôle. C'est plutôt ça ou c'est pas plutôt ça? Est-ce que celui qui a fait ça exprime un contrôle? Il a voulu contrôler sa victime. Oui. Il a voulu contrôler le positionnement de sa victime. Il a voulu contrôler les vêtements de ses victimes. Il a voulu contrôler la propreté de ses vêtements. Il a voulu contrôler la forme de sa victime. Il a voulu contrôler la rigidité cadavérique de ses victimes, en tendant les jambes, étendant les pieds, étendant les mains, crispant les doigts et les mains. Oui, c'est Monsieur Contrôle. Monsieur Contrôle post-mortem. Il est donc ordinaire.